On vous a déjà dit que l'amour pouvait devenir une arme? Que les personnes que vous chérissez le plus au monde pouvaient être retournées contre vous, comme des soldats sur un champ de bataille que vous n'avez jamais voulu? Mon histoire n'est pas une fiction. C'est le récit d'une guerre silencieuse, une guerre intime, menée non pas avec des bombes, mais avec des mots murmurés à l'oreille d'un enfant. Une guerre où le prix de la victoire n'est pas un territoire, mais l'aile, âme de votre propre famille. Et c'est une guerre que j'ai dû mener, pour survivre. Astérisque, astérisque, astérisque. Mon histoire pourrait être la vôtre. Elle commence là où tant d'autres semblent s'achever, à la découverte d'une double vie, d'une trahison qui n'a pas seulement brisé mon cœur, mais a fait s'effondrer le sol sous mes pieds. Je me souviens de l'odeur du café, chaque matin. C'était notre rituel. Le bruit de la machine, le parfum qui emplissait la cuisine, était la promesse d'une journée ordinaire et heureuse. Sur le frigo, les dessins de nos enfants, des bonshommes aux bras trop longs et des soleils souriants, étaient les médailles de notre bonheur. Je vivais dans la certitude confortable d'un nous. Un nous que je croyais indestructible, bâti sur des rires partagés, des projets d'avenir et des nuits passées à se tenir la main dans le noir. La sécurité avait un son, celui de sa clé dans la serrure chaque soir. L'amour avait un visage, le sien, quand il regardait nos enfants jouer dans le jardin. Je pensais que nous avions tout, je pensais que j'avais tout. Cette illusion a volé en éclats en une seule seconde. Le temps qu'il faut pour lire un message qui ne vous est pas destiné. Il était tard, la maison était silencieuse. Les enfants dormaient. Son téléphone, posé sur la table de nuit, s'est allumé. Un nom que je ne connaissais pas. Une phrase. Une seule phrase qui a suffi à rayer 15 ans de ma vie d'un trait. Ce N était pas seulement de la douleur, c'était une déflagration. Le souffle coupé, le sang qui se glace dans les veines. J'ai regardé l'homme qui dormait à côté de moi, celui dont je connaissais chaque respiration, et je n'ai vu qu'un étranger. Le lit, notre sanctuaire, est devenu un mensonge. Les murs de notre maison, qui m'avaient toujours protégé, se sont mis à trembler. Je pensais que la douleur de l'infidélité serait le point le plus bas, le fond du gouffre. J'y étais loin, si loin d'imaginer que ce N était que la première marche vers l'enfer. Le lendemain matin, l'odeur du café était la même, mais tout avait changé. Quand je lui ai parlé, il n'y a eu ni larmes, ni excuses. Juste un silence froid, puis la confirmation. Le nous était mort. Et sur ces ruines, une guerre allait commencer. Le divorce n'a pas été un arrangement à l'amiable, ce fut une déclaration de guerre, et le territoire disputé, l'esprit et le cœur de nos enfants. Je n'étais pas préparé à ça, personne ne l'est. Je pensais que nous allions nous séparer, tristement, mais en adulte. Je pensais que notre amour pour nos enfants serait le terrain d'entente, la seule chose sacrée qui resterait. J'avais tort. Pour lui, ils sont devenus une stratégie. Pour moi, ils sont restés mon monde. Et c'est là que toute la cruauté a commencé. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'une fin de mariage. C'est le récit de l'agonie de voir l'amour transformé en munition. C'est entendre ma fille de 8 ans me demander, le regard fuyant. « Maman, c'est vrai que tu ne veux plus que papa nous voie parce que tu es méchante ?» Ces mots, ce N, étaient pas les siens. Était le poison qui lui avait distillé, goutte à goutte. C'est sentir l'aile, étreinte de mon fils devenir hésitante, comme s'il avait peur de me montrer son affection, de peur de trahir son père. C'est voir la méfiance dans leurs yeux, là où il n'y avait que de la confiance pure. C'est la guerre silencieuse et cruelle de l'aliénation parentale. Chaque appel manqué était une victoire pour lui. Chaque visite annulée à la dernière minute, prétextant une urgence, était une façon de leur montrer que je n'étais pas fiable. Chaque cadeau extravagant, chaque promesse de vacances de rêve, était une manière de m'effacer, de me faire paraître terne et sévère en comparaison. Chaque mensonge murmuré à leur oreille, était un coup de poignard dans mon cœur de mère. Maman est toujours fatiguée. Maman est triste à cause de son travail. Maman a de nouveaux amis, et elle ne pense plus à nous. Des petites phrases, anodines en apparence, mais qui, répétées, finissent par construire une nouvelle réalité dans l'esprit d'un enfant. Le parcours a exploré l'obscurité la plus totale. Les nuits blanches à éplucher les dossiers juridiques, à essayer de comprendre un langage qui n'était pas le mien, à chercher la faille, la preuve. Mais comment prouver la manipulation psychologique? Comment mettre des mots sur un regard qui change, sur une étreinte qui se retient? La boule au ventre avant chaque audience, cette sensation de nausée en entrant dans une salle où ma vie allait être disséquée par des inconnus. Le sentiment d'impuissance face à un système judiciaire souvent aveugle à ces violences invisibles, un système qui compte les jours de garde mais pas les larmes, qui pèse les revenus mais pas la douleur. Je me sentais seule, terriblement seule,
Mes amis essayaient de comprendre, mais leurs conseils étaient maladroits. Tu devrais te battre plus fort. Tu devrais lâcher prise. Ils ne voyaient pas la guerre invisible qui se jouait dans les couloirs de l'école, au téléphone, pendant les week-ends. Ils ne comprenaient pas la peur qui me paralysait. La peur de perdre ce que j'avais de plus sacré au monde. Et cette question, lancinante, qui revenait chaque nuit, dans le silence de ma chambre vide, suis-je seulement assez forte pour ça? Le doute s'infiltrait partout. Et si, était moi le problème? Et si j'ai été vraiment la mère horrible qu'il décrivait? La manipulation est une chose terrible. Elle vous fait douter de votre propre esprit. Et puis, au plus profond de cette noirceur, alors que je pensais avoir touché le fond, une lueur est apparue. Ce ne fut pas un coup de tonnerre, pas une révélation divine. Ce fut un choix. Un matin, épuisé, le visage marqué par les larmes, je me suis regardé dans le miroir, et j'ai pris une décision. La décision de cesser d'être la victime de son histoire pour devenir l'héroïne de la mienne. Le courage n'est pas venu d'un coup, il est venu par petites touches, comme un choix quotidien, silencieux. Le choix de sortir du lit, même quand tout mon corps hurlait de rester caché sous les couvertures. Le choix de prendre un bon avocat. Quelqu'un qui comprenait les mots, violence psychologique, et aliénation parentale. Le choix d'entamer une thérapie, pour avoir un espace où déposer ma peine, ma rage, et ma peur, sans être jugé. Le choix, le plus difficile de tous, de regarder mes cicatrices non plus comme la carte de ma douleur, mais comme la preuve de ma survie. Chaque cicatrice était un combat que j'avais mené, chaque larme versée avait arrosé une graine de résilience en moi. La seconde moitié de l'histoire est celle de la reconstruction. Ce fut une tâche immense, difficile. J'ai dû créer un nouveau foyer. Pas seulement un nouvel appartement, mais un sanctuaire de paix, de vérité et de sécurité pour moi et mes enfants. Un endroit où les mots ne sont pas des armes, où les émotions ont le droit d'exister. J'ai rempli ce nouveau lieu de nos propres rituels. Les vendredis soirs pizza film, les batailles de polochon, les discussions au moment du coucher où je leur répétais, encore et encore, que mon amour pour eux était la seule chose inconditionnelle dans ce monde. J'ai dû réapprendre à me faire confiance, à valider mes propres émotions, à comprendre que ma colère était légitime, que ma tristesse était normale. J'ai appris à poser des limites claires et fermes. Avec lui, d'abord. Les communications se sont limitées aux emails, factuels, uniquement centrés sur la logistique des enfants. Fini les appels où ils pouvaient me déstabiliser. J'ai repris le contrôle de mon espace mental. Et puis, patiemment, avec un amour infini, j'ai travaillé à retisser les liens avec mes enfants. Je n'ai jamais parlé en mal de leur père. Jamais. J'ai choisi une autre voie. Je leur ai montré par des actes, et non des mots, qui, était vraiment. J, était la mère qui était là à chaque sortie, de leur aimant école, qui connaissait le nom de leurs meilleurs amis, qui soignait leurs genoux écorchés, et leur cœur meurtri. J, était le port d'attache stable dans leur tempête. Et lentement, très lentement, la vérité a commencé à faire son chemin. Un soir, mon fils s'est blotti contre moi et m'a murmuré. Je sais que ce que papa dit n'est pas toujours vrai. Ce soir-là, j'ai pleuré. Mais pour la première fois, ce fait, étaient des larmes de soulagement. J'avais gagné une bataille décisive. Aujourd'hui, la femme qui raconte cette histoire n'est plus la même que celle qui a trouvé ces messages sur ce téléphone. Sa voix ne tremble plus. Elle est calme, résiliente et d'une force indéniable. Je n'ai pas effacé le passé. Je ne le pourrai pas, et je ne le veux pas. Je l'ai intégré. Il fait partie de moi. Les cendres de mon mariage ne m'ont pas enseveli. Elles sont devenues le terreau fertile d'où j'ai pu renaître. Plus forte. Plus consciente. Plus moi-même. La conclusion de mon histoire n'est pas un « ils vécurent heureux pour toujours ». C'est un « forte pour toujours ». Mon bonheur ne dépend plus d'un statut marital, ni du regard d'un homme. Il vient de l'intérieur. Je suis une femme complète par elle-même. Une mère qui a enseigné à ses enfants la plus précieuse des leçons, que la vérité finit toujours par trouver son chemin, que l'amour véritable guérit, et qu'il est plus fort que toutes les manipulations du monde. Et maintenant je suis là, je ne suis pas une victime qui cherche la pitié, je suis une survivante qui offre une boussole. Si vous écoutez mon histoire, si elle résonne en vous, si vous vous trouvez au début, au milieu ou à la fin d'un chemin similaire, je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas seul. La guerre que vous menez peut sembler insurmontable, les nuits peuvent paraître interminables, et la solitude, écrasante. Mais écoutez-moi. La force que vous découvrirez en vous, cette force que vous ne soupçonnez même pas, sera votre plus grande victoire.
Elle a toujours été là, tapie au fond de vous, attendant que vous alliez la chercher. Votre fin heureuse, ce n'est pas de trouver un nouvel amour. Ce n'est pas de gagner contre l'autre. Votre fin heureuse, c'est de vous trouver, vous-même. C'est de vous reconstruire, pièce par pièce, non pas comme vous étiez avant, mais comme vous êtes destiné à devenir. Plus sage, plus forte et farouchement, magnifiquement, libre. Avant la guerre, il y avait un royaume. Un petit royaume que nous avions bâti à deux, et dont je pensais être la reine. Avant que les murs ne s'effondrent, je me souviens encore de la sensation des fondations, solides et rassurantes sous mes pieds. Tout a commencé dans un endroit improbable pour un coup de foudre. La bibliothèque de l'université. Était un après-midi d'automne, la lumière dorée filtrait à travers les grandes fenêtres, et la seule chose qu'on entendait était le froissement des pages et des toux discrètes. Était noyé dans mes révisions, entouré de piles de livres, quand j'ai senti un regard sur moi. Ce N était pas un regard insistant ou déplacé. Était curieux. Attentif. J'ai levé les yeux et je l'ai vu, à quelques tables de là. Ma première impression n'a pas été celle d'un prince charmant. Était quelque chose de plus profond, de plus réel. Il dégageait une assurance tranquille, une force qui ne venait pas des muscles, mais d'une certitude intérieure. Il avait ce genre de regard qui semblait voir au-delà de la surface, au-delà de l'œil, étudiante fatiguée que J-Bar était. Quand nos yeux se sont croisés, il m'a offert un sourire. Pas un grand sourire éclatant, mais un simple étirement des lèvres, discret, presque secret. Comme si nous partagions déjà une blague que personne d'autre ne pouvait comprendre. Il a attendu que je range mes affaires pour m'aborder. Sa voix était exactement comme je l'avais imaginé, grave, calme, posée. Il ne m'a pas dit que J était belle. Il m'a demandé sur quoi je travaillais avec une curiosité si sincère, que je me suis retrouvée à lui parler de mes passions, de mes doutes, comme si je le connaissais depuis toujours. C'est ça qui m'a attiré. Son intelligence. Sa capacité à écouter. Il ne cherchait pas à impressionner, il cherchait à comprendre. À cette époque, il était la promesse incarnée. La promesse d'un avenir stable, d'un partenaire sur qui on peut compter. Il avait des ambitions, de grands projets, mais il parlait toujours au nous. Nous pourrions voyager ici. Nous construirons ça. Il me donnait l'impression que J était une pièce essentielle de son futur, pas un simple accessoire. Il était attentionné, se souvenait de détails insignifiants que je lui avais confiés, comme le nom de mon chat d'enfance ou ma fleur préférée. Il m'ouvrait la portière de la voiture, me prenait la main dans la rue, non pas par habitude, mais avec une tendresse qui semblait dire au monde entier. Elle est avec moi. Elle est précieuse. Il était mon roc, mon port d'attache dans le tumulte de la vie. Je me souviens d'un soir, quelques mois après notre rencontre. Nous avions marché des heures dans Paris, sans but précis. La nuit était tombée, et nous nous étions arrêtés sur le pont des Arts. Il n'y avait presque personne. La Seine scintillait sous les lumières de la ville, et on entendait au loin la musique d'un bateau-mouche. Il s'est tourné vers moi, a pris mon visage entre ses mains, et le bruit du monde a semblé disparaître. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je te fais une promesse. Avec moi tu seras toujours en sécurité, je construirai une forteresse autour de nous, et rien ni personne ne pourra jamais te faire de mal. » Ce soir-là, sous le ciel de Paris, je l'ai cru. J'ai cru chaque mot. J'ai cru en sa force, en sa protection, en notre forteresse. J'ai cru que le bonheur était aussi simple que ça. Sa main dans la mienne, et la promesse d'un pour toujours. Était le plus beau des mensonges. Et je l'ai chéri comme la plus précieuse des vérités, sans savoir que le seul ennemi dont j'aurais à me protéger, celui qui mettrait notre royaume à feu et à sang, était lui. La transition entre notre vie d'étudiant et notre vie d'adulte s'est faite sans heurts, comme si était la suite logique, inévitable, de notre histoire. Il a trouvé un travail rapidement, dans une grande entreprise, et moi, j'ai commencé ma carrière d'enseignante. Nous avons emménagé dans notre premier appartement, un petit 2 pièces sous les toits, avec une vue sur un enchevêtrement de cheminées parisiennes. Était petit, était imparfait, mais était à nous. Était notre forteresse. La demande en mariage n'a pas eu lieu dans un grand restaurant, ou au sommet de la tour Eiffel. Était beaucoup plus lui, beaucoup plus nous. Était un samedi soir ordinaire. Il pleuvait à verse dehors, on entendait la pluie tambouriner sur le velu. Nous venions de finir de monter une bibliothèque, le sol était jonché de cartons et d'outils, nous étions couverts de poussière de bois, et nous mangions une pizza à même la boîte, assis par terre. Il y avait une bouteille de vin bon marché entre nous, nous rions de notre incapacité à suivre un plan de montage. Et puis au milieu d'un éclat de rire, il est devenu silencieux.
Il a posé sa part de pizza, a essuyé ses mains sur son jean, et m'a regardé avec cette intensité que je connaissais si bien. La même que celle de la bibliothèque. Il a pris mes mains dans les siennes. Ses mains étaient chaudes, un peu calleuses à cause du travail de la journée, et elles enveloppaient les miennes complètement. Regarde-nous, a-t-il dit, sa voix grave résonnant dans la petite pièce. On est au milieu du chaos. On n'a presque pas de meubles, on mange par terre, mais, je n'ai jamais été aussi heureux. Je n'ai jamais eu autant l'impression d'être à la maison. C'est parce que ma maison ce n'est pas cet appartement, c'est toi. Il a sorti de sa poche une petite boîte, sans fioriture. Je ne veux plus jamais construire quoi que ce soit sans toi. Je ne veux plus jamais rentrer quelque part si tu n'y es pas. Épouse-moi. Deviens ma femme, et laisse-moi passer le reste de ma vie à tenir la promesse que je t'ai faite, celle de te garder en sécurité. Il n'y a pas eu de genoux à terre. Il n'y en avait pas besoin. Était une conversation entre deux âmes qui, étaient déjà trouvées. Mes larmes se sont mêlées à la poussière sur mes joues. J'ai dit oui, bien sûr. Ce soir-là, sous notre toit qui fuyait un peu, au milieu de nos cartons, nous avons scellé notre avenir. La forteresse était officiellement en construction. Les premières années de notre mariage ont été baignées de cette lumière dorée des commencements. Nous étions une équipe. Tout ce que nous faisions, nous le faisions ensemble. Économiser pour l'apport de notre première maison, choisir les couleurs des murs, planter les premiers rosiers dans le petit jardin. Nos rêves étaient simples, mais ils nous semblaient grandioses. Nous voulions une vie de famille. Une maison remplie de rires d'enfants, l'odeur des gâteaux le dimanche, des vacances été à la mer. Il travaillait beaucoup, grimpait les échelons, mais il disait toujours que était, pour nous, pour notre avenir. Et je le croyais. Chaque soir, quand il rentrait, peu importe l'heure, il venait m'embrasser, poser sa main sur mon ventre, même avant que je ne sois enceinte, comme pour se connecter à ce futur que nous bâtissions. Nous étions ce couple que nos amis admiraient. Solide, complice. Nous finissions les phrases l'un de l'autre. Nous nous comprenions d'un seul regard à travers une pièce bondée. Le bonheur était dans les petites choses. Ses bras autour de moi le matin, le café qu'il me préparait exactement comme je l'aimais. Nos longues promenades du week-end où nous refaisions le monde. Était si fier d'être sa femme. Était si sûr de mon choix, de notre amour. Je marchais dans la vie avec une confiance absolue, celle de quelqu'un qui se sait aimer inconditionnellement. S'il fallait choisir un seul moment, une seule image pour symboliser l'apogée de cet amour, ce serait le jour de la naissance de notre fille, notre aînée. L'accouchement avait été long, difficile. Était épuisé, vulnérable, vidé de toute force. Mais tout au long de ces heures, il n'a pas quitté mon côté. Il a été mon ancre. Il me tenait la main, me murmurait des mots d'encouragement, essuyait mon front. Il était le calme dans ma tempête. Et puis, elle est arrivée. Ce petit cri fragile qui a rempli la salle de travail. La sage-femme l'a posé sur ma poitrine, et le monde s'est arrêté. J'ai pleuré, d'épuisement, de soulagement, d'un amour si immense qu'il me faisait mal. J'ai levé les yeux vers lui. Et c'est ce regard-là que je n'oublierai jamais. Il ne me regardait pas moi, il ne regardait pas le bébé, il nous regardait, toutes les deux. Ses yeux étaient brillants de larmes qu'il ne cherchait pas à retenir. Il y avait de l'admiration, de la gratitude, et une sorte de révérence sacrée dans son regard. Il a tendu la main, tout doucement, et avec un seul doigt, il a caressé la joue minuscule de notre fille, puis il a caressé la mienne. Il s'est penché, et a posé son front contre le mien. Il n'a pas dit « je t'aime ». Il a murmuré autre chose, une phrase qui a scellé ce moment dans l'âme, éternité pour moi. Il a dit « merci. Tu as fait de nous une famille. La forteresse est achevée ». À cet instant précis, dans la lumière aseptisée de la maternité, j'ai ressenti une plénitude totale. J'avais tout. Un mari qui m'adorait, un enfant parfait, et la certitude absolue que ma vie était exactement là où elle devait être. Étais au sommet de mon monde, en sécurité au cœur de la forteresse qu'il avait promise. Je ne savais pas encore que les plus hautes tours sont aussi celles qui tombent de plus haut. Et que le bâtisseur de la forteresse peut aussi en être le destructeur. Comment est-ce que les fondations d'une forteresse se fissurent? Pas avec le bruit d'un tremblement de terre, non. Ça commence par un silence. Un silence là où il y avait avant une conversation. Un espace vide là où deux mains se tenaient. Les premières fissures dans notre histoire sont apparues si discrètement que j'ai d'abord cru que était moi qui les imaginais. Tout a subtilement changé après la naissance de notre fils, notre deuxième enfant.
Avec notre fille, il avait été le bâtisseur, le protecteur. Avec notre fils, il est devenu un spectateur. La forteresse était achevée, disait-il, mais j'avais l'impression qu'il en avait confié les clés à quelqu'un d'autre, et qu'il passait ses journées dehors. Les heures de travail se sont allongées. C'est pour vous, disait-il, coupant court à toute protestation. Avec un deuxième enfant, il faut plus de sécurité. Comment argumenter contre la sécurité? Contre le bien-être de sa propre famille. Alors je me taisais. J'endurais les soirées seules, le bain des enfants, les histoires, les dîners que je finissais par manger froides, en attendant le bruit de sa clé dans la serrure. Un bruit qui, autrefois, était la promesse de la sécurité, et qui devenait celle de ma solitude. Quand il était là, physiquement, son esprit était ailleurs. Son meilleur ami, son confident, était devenu ce rectangle de verre et de métal qu'il tenait constamment dans sa main. Il souriait à son téléphone. Des sourires que je ne lui voyais plus m'adresser. Des rires étouffés, tard le soir, quand il pensait que je dormais. Quand je lui demandais ce qui le faisait rire, il levait à peine les yeux. Rien. Des bêtises du bureau. Et le mur se reconstruisait. Puis sont venues les petites piques, les critiques déguisées en conseils. J. était fatigué, bien sûr. Avec un nouveau-né et une petite fille, quelle mère ne le serait pas? Mais il ne voyait plus ma fatigue comme une conséquence de mon amour et de mon dévouement. Il la voyait comme un défaut. Tu devrais faire un effort pour t'habiller un peu. Tu te laisses aller. Ou encore, la maison n'est plus aussi bien tenue qu'avant. Chaque phrase était une petite pierre qu'il retirait de nos fondations. Et à chaque fois je me sentais coupable. Je me disais qu'il avait raison. Que je devais être plus forte, plus organisée, plus jolie. J'essayais, Dieu sait que j'essayais. Je redoublais d'efforts pour être la femme parfaite, la mère parfaite, la gardienne parfaite de notre forteresse, sans comprendre que son architecte était déjà en train de la saboter de l'intérieur. La confusion était mon état permanent. J'aimais cet homme. J'aimais le père de mes enfants, elle, étudiant de la bibliothèque, l'homme qui m'avait demandé en mariage au milieu des cartons. Je le cherchais dans le regard de cet étranger distant qui partageait mon lit, mais je ne le trouvais plus. Je me suis convaincu que était une phase. Le stress du travail. La pression être père de 2 enfants. J'ai trouvé 1000 excuses pour son comportement, parce que l'alternative, la vérité, était trop terrifiante à envisager. Le point de rupture, le moment où je n'ai plus pu nier évidence, a eu lieu le soir de notre 10e anniversaire de mariage. J'avais tout organisé. J'avais réservé une table dans ce petit restaurant italien, où nous étions allés pour notre premier rendez-vous. J'avais demandé à ma mère de garder les enfants pour la nuit. Je voulais retrouver l'homme que j'avais épousé. J'avais passé l'après-midi à me préparer, à choisir une robe, à me maquiller, essayant de faire taire sa petite voix dans ma tête qui me disait que je me laissais aller. Il est rentré tard, comme d'habitude. Il avait oublié, je l'ai vu sur son visage. Ce flash de panique, immédiatement masqué par une fausse contrariété. Ah, c'est ce soir? J'ai tellement de travail, tu aurais dû me le rappeler. La culpabilité, encore une fois retournée contre moi. Le dîner a été une torture, l'endroit était le même. Les bougies sur les tables, l'odeur de la sauce tomate et du basilic. Mais nous, étions plus les mêmes. Il a passé la moitié du repas à répondre à des emails urgents sur son téléphone. J'ai essayé de parler de nous, de nos souvenirs, de nos projets. Chaque tentative se heurtait à un mur de monosyllabes. Puis, j'ai posé ma main sur la sienne, sur la nappe à carreaux rouges et blancs. Est-ce que ça va? Je m'inquiète pour toi. Pour nous. Il a retiré sa main, comme si la mienne l'avait brûlé. Il a posé son téléphone et m'a regardé. Son regard était froid. Dénué de toute l'affection que j'y avais connue. Le problème, a-t-il dit, sa voix basse et tranchante. C'est que tu veux que tout soit comme avant. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Les gens changent. Tu as changé. Je me souviens du souffle coupé, de la chaleur qui a quitté mon corps. Dans ce restaurant rempli de couples qui riaient et se tenaient la main, j'ai ressenti un froid polaire. Était devenu le problème. Mon désir de préserver notre amour était devenu le problème. Il ne justifiait pas sa distance. Il m'en rendait responsable. Le retour en voiture s'est fait dans un silence de mort. Je regardais les lumières de la ville défiler à travers la vitre. Et chaque lumière semblait se moquer de moi, de la femme stupide dans sa jolie robe qui avait cru pouvoir raviver une flamme qu'il avait déjà éteinte. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti quelque chose de bien pire. Le vide. La certitude que quelque chose était irrémédiablement cassé. Le doute s'est transformé en suspicion. Ce était plus seulement le stress. Était autre chose. Quelqu'un d'autre.
Et puis, la confirmation est arrivée. Pas comme une vague, mais comme un tsunami qui a tout emporté. C était quelques semaines plus tard. Une nuit ordinaire. Les enfants dormaient, la maison était plongée dans le silence. Je ne dormais pas. Je ne dormais plus vraiment depuis des mois. Je fixais le plafond, écoutant sa respiration régulière à côté de moi. Cette respiration qui m'avait tant rassuré pendant des années et qui, maintenant, sonnait comme celle d'un inconnu. Et soudain, dans l'obscurité, la lumière. Son téléphone, posé sur sa table de nuit, s'est allumé. Écran a éclairé son visage endormi d'une lueur blafarde. Je n'ai pas eu besoin de me pencher. Les lettres étaient assez grosses. Un prénom que je ne connaissais pas. Et une phrase. Une seule phrase qui a fait exploser ma vie, en 1000 morceaux. Tu me manques déjà. J'ai hâte d'être à demain. Le temps s'est arrêté. Le seul son dans l'univers était le battement assourdissant de mon propre cœur dans ma poitrine. J'ai arrêté de respirer. Était ça. La vérité. Brute, moche, indiscutable. Ce N était pas le travail. Ce N était pas le stress. Ce N était pas moi. Était elle. Ma première réaction a été une immobilité totale. Une paralysie glaciale. Je suis resté là, pétrifié, regardant écran S, éteindre, et l'obscurité revenir. L'homme à côté de moi a soupiré dans son sommeil. Et une rage sourde, une rage que je n'avais jamais ressentie de ma vie, a commencé à monter du plus profond de mes entrailles. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était d'une clarté terrifiante. J'ai glissé hors du lit sans un bruit. J'ai pris son téléphone. J'ai marché jusqu'à la salle de bain, en retenant mon souffle. J'ai fermé la porte, sans la verrouiller. Je me suis assise sur le sol froid, le carrelage me glaçant la peau à travers mon pyjama. J'ai déverrouillé le téléphone. Il n'y avait pas de code. La confiance, ou l'arrogance. J'ai ouvert les messages. Et j'ai lu. J'ai tout lu. Des mois. Des mois de mon amour, de ma chérie. De projets, de photos. Des photos d'eux dans des restaurants, en week-end. Une vie entière. Une vie parallèle dont j'ignorais tout. Il n'avait pas seulement une maîtresse. Il avait une autre relation. Il vivait deux vies. Et la mienne, N, était qu'un mensonge bien entretenu. Chaque mot était un coup de poignard. Chaque photo, une trahison de tout ce que nous avions construit. La forteresse N était pas fissurée. Elle n'avait jamais vraiment existé. C était un décor de théâtre. Et J était l'actrice principale qui n'avait jamais lu le vrai scénario. Je suis resté assis sur ce sol froid jusqu'éteint à ce que les premières lueurs de l'aube filtrent par la fenêtre. Je n'ai pas pleuré. J était au-delà des larmes. J était dans un état de choc, de vide absolu. Quand je suis retourné dans la chambre, il était réveillé. Il était assis sur le bord du lit, et il a su en me voyant avec son téléphone à la main, que tout était fini. Je pensais qu'il allait nier, s'excuser, pleurer. Je m'attendais à tout, sauf à ce qu'il a fait. Il m'a regardé, avec ce même regard froid du restaurant, et il a dit, calmement, « Alors, tu sais. » Pas de remords. Pas une once de regret. Juste la constatation d'un fait. Le nous était mort, et il n'a même pas eu la décence d'assister à l'enterrement. La douleur de l'infidélité a été balayée par le choc de son indifférence. À cet instant j'ai compris. J'ai compris que l'homme que j'avais aimé n'existait plus s'il avait même jamais existé. Et j'ai compris que ce N était pas la fin. C était le début. Le début d'une guerre que je n'avais jamais voulu, mais que j'allais devoir mener pour survivre. Le bâtisseur de la forteresse venait d'en allumer le premier incendie. La conversation qui a suivi n'a pas été une explosion. Il n'y a pas eu de cris, pas d'assiette cassée. Il y a eu quelque chose de bien pire. Le néant. Je suis resté debout dans l'encadrement de la porte de la chambre, son téléphone à la main, mon corps entier vibrant d'une énergie glaciale. Il m'a regardé, sans ciller. Pas de honte, pas de panique, juste une évaluation froide de la situation. Alors tu sais. Ces 3 mots N étaient pas une question, C était la fin. La fin de l'espoir. La fin du déni. J'ai attendu. J'ai attendu une explication. Des excuses. Une once de remords, qui m'aurait permis de m'accrocher à l'homme que j'avais connu. Mais rien n'est venu. Le silence s'est étiré. Lourd, suffocant. Et dans ce silence j'ai compris que ce N était pas une erreur de sa part. Était un choix. Ma voix, quand elle est sortie, m'a semblé venir de très loin.
Elle était calme, étonnamment stable. Je veux le divorce. Je n'ai pas crié le mot. Je l'ai prononcé. Comme un diagnostic. Comme la seule conclusion logique à une équation de douleur. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Ce N était pas de la tristesse. Était du soulagement. Un fardeau venait de lui être enlevé. Je venais de prendre la décision qu'il n'avait pas le courage de prendre lui-même. Sa réponse a été le coup de grâce. C'est sans doute mieux comme ça. Mieux comme ça. 15 ans de vie, 2 enfants, une maison, des milliers de souvenirs, balayés par cette petite phrase administrative et froide. La forteresse N était pas seulement en ruine. Il venait de saler la terre pour que plus rien ne puisse jamais y repousser. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard surréaliste. Nous vivions sous le même toit comme 2 fantômes. Nous nous croisions dans la cuisine sans un mot, le bruit de nos couverts sur les assiettes était le seul dialogue. Devant les enfants nous jouions une comédie macabre, celle de parents qui s'entendent encore. Mais les enfants ne sont pas stupides, ils sentent le froid. Ils sentent la tension dans l'air, aussi palpable qu'un mur invisible. Puis est venu le jour où il a fait ses valises. Je l'ai regardé depuis le couloir, plier méthodiquement ses costumes, ses chemises, les ranger dans une grande valise noire. Il ne prenait que ses affaires. Tout le reste, tous les objets de notre vie commune, il les laissait derrière lui, comme des débris sans importance. Quand il est parti, il a embrassé les enfants sur le front. Il ne m'a pas jeté un regard. Le bruit de la porte qui s'est refermée a été le son le plus définitif que j'ai jamais entendu. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai dormi seul dans notre lit. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. J'ai pleuré la mort de ma famille, la mort de la femme que j'avais été. L'annonce à nos proches a été une autre épreuve. Ma mère a pleuré avec moi au téléphone. Mes amis étaient sous le choc. Mais vous étiez le couple parfait. Leurs paroles, qui se voulaient réconfortantes, ne faisaient que souligner l'ampleur de mon échec, la perfection du mensonge dans lequel j'avais vécu. Ce que je croyais être une séparation douloureuse mais civilisée, s'est très vite transformé en guerre de tranchées. Le mot amiable n'a jamais fait partie de son vocabulaire. Dès le premier rendez-vous avec les avocats, j'ai compris. Il était pas là pour diviser des biens. Il était là pour gagner. Et le trophée, sec, étaient les enfants. Son avocat était comme lui, froid, calculateur, impitoyable. Le mien, au début, était un homme bon qui croyait en la justice et les arrangements équitables. J'ai dû en changer. J'ai dû trouver quelqu'un qui comprenait la guerre psychologique, quelqu'un qui savait que les blessures les plus profondes ne se voient pas. Le moment le plus difficile, celui qui restera gravé en moi comme une brûlure, a eu lieu lors d'une audience préliminaire. Nous étions dans une petite salle sans âme, avec un juge fatigué qui regardait sa montre. Mon ex-mari a pris la parole. D'une voix calme et posée, la même voix qui m'avait un jour promis la sécurité, il a commencé à dépeindre un portrait de moi que je ne reconnaissais pas. Il a parlé de mes crises de larmes, de mon instabilité émotionnelle. Il a pris des souvenirs précieux et les a tordus jusqu'à en faire des armes contre moi. Il a parlé de la période après la naissance de notre fils, quand J était submergé par la fatigue, épuisement de l'allaitement et des nuits sans sommeil. Il a décrit un soir où j'avais pleuré dans ses bras, en lui disant que je n'y arriverais pas. Ce moment de vulnérabilité totale, où je lui avais ouvert mon cœur, il l'a transformé en preuve de ma prétendue incompétence maternelle. Elle était une menace pour elle-même et pour les enfants, a-t-il dit, sans me regarder. J était assise là, pétrifiée. J'avais l'impression qu'on m'arrachait l'air des poumons. Je voulais crier, hurler que C était faux, que C était un souvenir d'amour et de confiance qu'il était en train de profaner. Mais je suis restée silencieuse, sentant le regard du juge peser sur moi, cherchant les signes de cette instabilité qu'il décrivait si bien. Ce jour-là, j'ai compris qu'il n'y avait aucune limite à sa cruauté. Pour gagner, il était prêt à détruire la mère de ses enfants. Il était prêt à tout brûler. Après presque 2 ans de procédure, d'expertise psychologique, de médiation ratée et de factures d'avocats qui s'accumulaient, le jour de la signature finale est arrivé. Nous étions dans le bureau de son avocat. Une grande pièce avec des murs couverts de livres de droit, qui sentaient le papier et l'argent. L'atmosphère était glaciale. Les documents étaient posés sur la grande table en acajou qui nous séparait. Des dizaines de pages qui officialisaient la fin de notre histoire. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait pas. J'ai parcouru une dernière fois les clauses, les termes légaux, qui remplaçaient désormais les vœux que nous nous étions faits. Et puis, j'ai signé. Mon nom, sur la ligne pointillée. Juste à côté du sien. La dernière fois que nos noms seraient ainsi liés.
En posant le stylo, je m'attendais à ressentir de la tristesse, ou peut-être de la colère. Mais ce que j'ai ressenti était bien plus complexe. Il y avait bien sûr le deuil immense pour le rêve brisé, pour la famille que nous ne serions plus jamais. Il y avait la peur terrifiante de l'avenir, seul avec 2 enfants à protéger. Mais sous tout ça, il y avait autre chose. Une petite flamme, fragile mais tenace. Était du soulagement. Le soulagement de ne plus avoir à me battre contre lui au quotidien. Le soulagement de savoir que le lien légal qui me rattachait à cet homme cruel était enfin coupé. Ce N était pas une victoire. Personne ne gagne dans un divorce. Était une libération. La signature sur ce papier N n'était pas la fin de ma peine, mais était la fin de mon mariage. Était le point final d'un chapitre, et la première lettre, terrifiante et blanche, d'un nouveau chapitre que je devais maintenant écrire seul. J était sorti des décombres de la forteresse. Le champ de bataille était encore fumant, mais pour la première fois, je pouvais lever les yeux et voir le ciel. Le jour où j'ai posé ce stylo, après avoir signé les papiers du divorce, je suis rentré dans une maison qui était officiellement la mienne. Et elle ne m'a jamais paru aussi grande, aussi vide. Le silence était assourdissant. Pendant des années j'avais vécu dans le bruit. Le bruit de ses pas, de sa voix, de sa présence même quand il était absent. Et soudain, plus rien. Juste l'écho de ma propre solitude. Les premiers mois ont été une traversée du désert. Les nuits, surtout. Le lit semblait immense, glacial. Je me réveillais en sursaut, la main tendue vers sa place vide, avant que la réalité ne me frappe comme une vague froide. J était seul. Vraiment seul. La journée, J était une machine. Lever les enfants, préparer les petits déjeuners, école, mon travail, les courses, les devoirs, le bain, le dîner. Je fonctionnais en pilote automatique, porté par la nécessité de tenir debout pour eux. Mais une fois qu'ils étaient couchés, que la porte de leur chambre était fermée, la machine s'arrêtait, et la femme à l'intérieur s'effondrait. Et puis, au milieu de ce deuil, des lueurs ont commencé à percer, des choses infimes, presque ridicules. Un soir, j'ai réalisé que je pouvais regarder ce que je voulais à la télévision, sans commentaire sarcastique. Je pouvais laisser traîner mon livre sur la table du salon, sans qu'on me reproche mon désordre. Je pouvais mettre la musique trop fort et danser avec les enfants dans la cuisine en préparant des crêpes pour le dîner. Ces petites libertés, ces petits actes de souveraineté sur ma propre vie, étaient comme des bouffées d'oxygène. Je était plus la gardienne d'une forteresse qui ne m'appartenait pas. J était en train de construire une cabane, juste pour nous. Et était la plus belle des constructions. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est un chemin sinueux, avec des avancées et des reculs. Mon premier pas a été de demander de l'aide. J'ai poussé la porte d'un cabinet de thérapie, morte de honte et de peur. Et j'y ai trouvé un espace sûr où déposer mes valises. Un endroit où j'ai pu, pour la première fois, mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Des mots comme emprise, violence psychologique, aliénation parentale. Nommer les choses, était leur enlever leur pouvoir sur moi. Ce N était plus un monstre sans visage dans le noir. Était une blessure que je pouvais enfin commencer à soigner. J'ai aussi retrouvé mes amis, les vrais. Ceux qui n'avaient pas besoin d'explications, ceux qui venaient avec une pizza et une bouteille de vin, et s'asseyaient avec moi dans mon silence. J'ai redécouvert la joie simple d'une conversation, d'un rire partagé. J'ai recommencé à dire oui aux invitations, même quand Ja était fatigué. Chaque sortie était une petite victoire contre l'isolement. Et je me suis mise à courir. Au début je ne tenais pas 5 minutes. J'avais le souffle court, les jambes lourdes. Mais je continuais. Chaque foulée était une façon de me débarrasser de la colère, de la frustration. Chaque goutte de sueur était une larme que je ne versais pas. Et petit à petit mon corps, ce corps que j'avais détesté, ce corps qui avait porté ses enfants et subi sa trahison, est redevenu le mien. Je sentais sa force, sa résilience. Courir, ce N était pas fuir. Était avancer. Aujourd'hui ma vie ne ressemble en rien à celle que j'avais imaginée. Je vis dans un appartement plus petit, en ville. Il n'y a pas de grand jardin, mais il y a des plantes vertes sur tous les rebords de fenêtres, et les murs sont couverts des dessins de mes enfants. Notre routine est un chaos joyeux et organisé. Il y a des rires, des disputes, des câlins. C'est une maison vivante. C'est un foyer. Un vrai. La femme que je suis devenue a appris à faire confiance à son instinct. Cette petite voix intérieure que j'avais étouffée pendant si longtemps, Joël, écoute aujourd'hui comme ma meilleure conseillère. J'ai appris que l'amour, le vrai,
ne cherche pas à contrôler ou à diminuer. Il élève. Il donne des ailes. Il ne construit pas de murs. J'ai appris que la plus belle preuve d'amour que je pouvais donner à mes enfants était pas de leur offrir un monde parfait, mais de leur montrer comment on se relève quand le monde écroule. Est-ce que j'ai pardonné? C'est une question complexe. Je ne crois pas que je pardonnerai un jour la cruauté délibérée, la façon dont il a utilisé nos enfants. Mais j'ai pardonné à la situation. Le pardon pour moi n'a pas été un acte de générosité envers lui. Ça a été un acte de libération pour moi. J'ai compris que la rancœur était un poison que je buvais en espérant qu'il meure. J'ai choisi de le recracher. J'ai choisi de ne plus lui donner le pouvoir de dicter mes émotions. J'accepte le passé. Il fait partie de mon histoire. Il a forgé la femme que je suis. Mais il n'est plus la chaîne qui me retient prisonnière. Quand je regarde vers l'avenir, je ne vois plus un vide angoissant. Je vois une page blanche. Suis-je prête à aimer de nouveau? Peut-être. Mais ce n'est plus une quête. Ma vie est pleine. Elle est remplie par l'amour de mes enfants, par mes amitiés, par ma passion pour mon métier. Si quelqu'un doit entrer dans cette vie, ce ne sera pas pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Je ne cherche plus un architecte pour construire une forteresse. Je cherche un jardinier, pour m'aider à prendre soin de ce que j'ai déjà réussi à faire pousser toute seule. Et en attendant, je profite de mon jardin. Il est imparfait, un peu sauvage par endroits, mais il est à moi. Et il est magnifique. Si je pouvais remonter le temps, pas pour changer l'histoire, mais juste pour un instant, si je pouvais me tenir à côté de cette femme que j'étais, cette femme assise sur le sol froid de la salle de bain, le souffle coupé, le cœur en miettes, je ne lui dirais pas que tout ira bien, ce serait un mensonge, ce ne sera pas bien pendant longtemps. Je lui prendrais la main, et je lui murmurerais, respire, juste respire, je sais que tu as l'impression de te noyer, que chaque seconde est une agonie. Accroche-toi. Accroche-toi à cette douleur. Ressens-la. Elle est la preuve que tu es vivante. Et écoute-moi bien, ce n'est pas de ta faute. Rien de tout ça n'est de ta faute. Je lui dirais de ne pas écouter les voix, la sienne et celle des autres, qui la traitent de folle, d'instable, de trop sensible. Je lui dirais que sa sensibilité n'est pas une faiblesse, mais sa plus grande force. C'est son super pouvoir. C'est ce qui lui permettra de tout reconstruire, avec plus d'amour, plus de compassion. Et surtout je lui dirais, tu crois que tu es brisé, en 1000 morceaux. Mais regarde bien ces morceaux. Ce sont les pièces d'une mosaïque. Et la femme que tu vas construire avec sera infiniment plus belle et plus solide que la statue parfaite et fragile que tu pensais être. Aujourd'hui je ne parle plus seulement à cette femme que j'étais. Je vous parle, à vous. À vous qui êtes peut-être en ce moment même, assise sur le sol froid de votre propre salle de bain. À vous qui lisez un message qui n'est pas pour vous, qui entendez des mots qui vous anéantissent, qui regardez vos enfants, et vous demandez comment vous allez pouvoir les protéger de cette guerre que vous n'avez pas choisie. Je veux que vous entendiez ma voix, par-delà le bruit de votre propre peur, vous n'êtes pas seul. Même dans le silence le plus assourdissant, même dans la solitude la plus totale, nous sommes des milliers de femmes qui ont mené cette guerre intime, qui ont marché dans ces décombres et qui ont appris à reconstruire. On vous dira de lâcher prise. On vous dira être forte. Mais personne ne vous dira comment. Alors laissez-moi vous le dire. La force ne consiste pas à ne pas tomber. Elle consiste à se relever, encore et encore. Même si c'est juste pour sortir du lit le matin. Même si c'est juste pour prendre une douche. Chaque petit pas est une victoire immense, célébrez-les. La force que vous cherchez à l'extérieur, elle est déjà en vous, elle a toujours été là. Elle est dans votre capacité à aimer. Dans votre résilience de mère. Dans votre courage de dire non, stop, ça suffit. Cette guerre ne va pas vous détruire. Elle va vous révéler à vous-même. Et vos cicatrices, ne les cachez jamais. Ne laissez personne vous faire honte de vos cicatrices. Elles ne sont pas le signe de votre fragilité. Elles sont la carte de votre survie. Chaque cicatrice raconte l'histoire d'une bataille que vous avez gagnée. Portez-les avec fierté. Ce sont vos médailles. Ne cherchez pas à redevenir celle que vous étiez avant. Cette femme n'existe plus. Et c'est une bonne chose. Vous allez devenir quelqu'un de bien plus puissant. Une femme qui connaît sa valeur, qui pose ses limites, qui ne négocie plus son droit au respect et à la paix. Votre fin heureuse, ce n'est pas de trouver un nouvel amour pour remplacer l'ancien. Ce n'est pas de gagner une bataille contre lui. Votre fin heureuse, la vraie, la seule qui compte, c'est de vous trouver, vous-même. C'est de vous reconstruire, pièce par pièce, non pas comme vous étiez, mais comme vous êtes destiné à devenir.
plus sage, plus forte, et farouchement, magnifiquement, libre. La forteresse qu'il a détruite, N, était qu'une prison dorée. Aujourd'hui vous êtes libre de bâtir votre propre royaume. Un royaume sans mur, ouvert sur le ciel. Un royaume dont vous êtes la seule et unique reine. Et ça, personne, jamais, ne pourra vous l'enlever.